Imaginer un centre d'hébergement nomade passe nécessairement par une réflexion sur l'acceptation des pratiques nomades au sein d'une société qui les cache, voire les condamne. Il y a là une opportunité de penser la ville à partir de ses marges, considérer qu'elles sont le ruisseau de nouvelles pratiques. Et dans ce cadre, notre position est d'affirmer que les sujets de l'accueil et de l'aide aux personnes en difficulté peuvent être des révélateurs d'urbanité. On ne s'étonne pas de constater le succès grandissant des sujets liés à l'économie sociale et solidaire, à la conception collaborative ou aux actions de do-it-yourself au sein des écoles d'architecture. Une génération frustrée de jeunes architectes, sautant de stage en stage, bloqués dans l'accès à la commande, cherchent d'autres manières de concevoir et d'autres modalités d'exercice de leur métier. On constate que la génération Tumblr occupe une autre ville, celle du covoiturage, de la colocation, du travail temporaire et du couchsurfing. De plus en plus banale, cette ville du passage et de l'accueil est pourtant un fragment impensé de la condition urbaine contemporaine. À l'instar des sans-abri, les étudiants, les VRP, travelers, saisonniers, intérimaires, gens du voyage représentent une part volatile de nos sociétés, une part qui rentre difficilement dans les statistiques. Et c'est souvent la mise en marge ou l'assignation à résidence qui seront retenues pour traiter des modes de vie en décalage total avec nos vieilles valeurs de permanence et de durabilité. Acceptons une bonne fois pour toutes que seul le changement est permanent. Et donc, il veut obligatoirement faire son stage. Et en plus, on les invite, on descend tout ça. Mais je sais pas s'il est encore très chaud. Et il y a des journalistes qui viennent. L'accueil du centre d'hébergement par les riverains doit faire l'objet d'une attention toute particulière. En effet, il faudra inventer des stratégies d'hospitalité afin que la présence de ces logements, et a fortiori d'anciens SDF, soit acceptable pour des personnes âgées suspicieuses, des commerçants soucieux de leurs affaires ou encore des parents inquiets pour la sécurité de leurs enfants. Alors, nous venons d'arriver sur un des sites proposés par le Pérou, dans le cadre de la consultation des enfants du canal. On vient de descendre le matériel qui servira à construire une installation servant à illustrer notre proposition pour cette consultation. On a pris du temps, beaucoup de temps pour fabriquer les éléments qui serviront à cette installation. Et là, on vient de mettre 3 heures à les décharger. On n'était pas beaucoup, mais ça se fait. Et là, on va commencer le montage après avoir un peu nivelé le sol. Donc on va quand même toucher un peu au site, mais bon, le moins possible. On verra comment ça se présente avec les premières pièces. Et voilà. Il faut faire, il n'y a plus qu'à faire. Notre démarche tente de renouveler le regard porté sur le modèle économique du centre d'hébergement. Partant du constat que ces structures dépendent trop fortement des subventions, nous avons imaginé une stratégie économique allant vers plus d'autonomie financière. Les terrains délaissés et marges territoriales jouissent eux-mêmes d'un certain degré d'enclavement favorable à cette autonomie. Il est certes douloureux pour bien des personnes d'accepter toute attribution lucrative à une action d'aide humanitaire, mais nous soutenons fermement qu'il vaut la peine d'en faire le pari. Les communautés Emmaüs en sont la preuve par l'expérience. Elles ont créé de petites économies. Considérer les centres d'hébergement comme de petits business, en somme, aurait des impacts plus que positifs et spécialement au sein du parcours des hébergés, pour leur retour à la vie active et au logement de droit commun. La stratégie est la suivante. Considérons un certain nombre de terrains débloqués dans le cadre d'accords d'occupation. Une structure dédiée à l'hébergement de jeunes personnes en difficulté et à l'obtention du service civique est créée spécifiquement pour chaque site occupé.
Le modèle se rapproche d'une petite société de location de matériel scénique dont les employés sont hébergés gratuitement. La stratégie d'investissement consiste à acquérir chez un constructeur d'éléments scéniques le matériel nécessaire à la construction de 60 logements. 30 destinés à être construits et habités, 30 destinés à être loués complets ou en pièces détachées. Le service de location et éventuellement de prestation génère une recette qui couvre le fonctionnement du centre et les charges liées au salaire. Une fois la durée d'occupation du terrain écoulée, le matériel est transporté par un opérateur externe, variant selon l'accessibilité modale et reconstruit sur un autre terrain. Une fois reconstruits, les logements peuvent accueillir les hébergés qui déménagent. Les logements vides sont démontés pour être restockés et loués à leur tour. On vient de niveler les praticables. Comment on va peut-être acheter les Afin que les panneaux puissent... Le sol est assez meuble, donc c'était pas trop... Il faut prendre le temps de le faire quand même parce que ça évite des ajustements ultérieurs. Marteau pour les clavettes à tourner. Sinon, ça c'est le tagger. En fait, c'est ces petites fixes qui se fixent sur la structure en aluminium. Donc, et ça fait office de sabot pour tenir les poutres. Donc là, on va les fixer sur la structure et après, on va fixer les poutres qui seront emboîtées dedans. Voilà, cette partie-là, elle est en pression sur le bas de la poutre, sur le bas de la structure aluminium, ça sur le haut, et après on va les répartir tous les 50 cm. Et encore un morceau de bois. Le centre d'hébergement est conçu en logement individuel R+1. Ils peuvent aisément s'assembler de diverses manières, s'agglomérer ou se diffuser sur un site pour absorber les contraintes liées au terrain. Ils sont conçus avec les archétypes de l'architecture événementielle, la poutre tridimensionnelle, le praticable de scène et la tente de réception. Il a fallu pirater ces éléments standardisés en les utilisant comme support pour des panneaux préfabriqués en atelier, dont la réalisation pourrait également rentrer dans un cadre d'action solidaire. Le volume créé par les panneaux constitue l'espace intime de l'hébergé, le clos thermique. Il est couvert par une tente qui joue le rôle de clos étanche, formant un généreux espace d'entre-deux. Cet espace d'interstice est dédié au loisir et au développement personnel. Tous les éléments constituant le logement sont transportables à la main. Aucun d'eux ne nécessite plus de 2 personnes pour être déplacés et leur assemblage ne nécessite aucune qualification particulière. Allez! C'est vrai que c'est un peu long. C'est pas mal là. C'est nickel les... L'occupation temporaire d'un terrain désaffecté ou en attente d'affectation passe nécessairement par un accord avec un ou plusieurs propriétaires. Cet accord peut prendre différents visages. On estime néanmoins que les accords relatifs au terrain public peuvent sensiblement être systématisés au sein d'une même commune ou d'un même arrondissement. Évidemment si la volonté politique est favorable à cette initiative. Les accords avec les propriétaires privés pouvant eux plus facilement varier d'un acteur à l'autre. On peut s'attendre, si un tel processus est engagé, à un accord spécifique par occupation. Le résultat serait la naissance de micro-gouvernance de proximité, et la marge devient une plateforme de dialogue, donne une structure à l'inclusion. Ce qui importe, c'est que ces accords d'occupation soient l'occasion de dresser une table autour de laquelle on discute et l'on partage. Ces plateformes de dialogue peuvent donner un cadre à un certain degré de déréglementation. Par exemple sur la destination des terrains, la sécurité, la mitoyenneté ou encore la densité. Nous voyons là l'occasion de développer un savoir-faire des accords ponctuels et singuliers, qui puissent remettre en question nos façons de concevoir l'usage et la propriété. Chaque déménagement serait l'opportunité d'expérimenter un nouvel accord. Ouais. Vous êtes pas dedans là. Vous êtes pas dedans là. En fait, encore un tiré vers moi. Yes, bah là on est bon. On va vraiment faire de... Les gars, vous êtes pas dedans là. Vous êtes pas dedans là. On le met vraiment à faire de...
Mais avant ça, je bossais pour l'oncle d'Hélène qui est menuisier. D'accord. Et je faisais de la... Nous pensons que le passage du nomade ne doit plus être réduit aux traces de ses déchets, mais surtout que le nomadisme peut même faire du bien à nos métropoles. Que reste-t-il après un déménagement? L'initiative aura-t-elle contribué à une quelconque amélioration? Avant de s'installer, il faudra se fabriquer un sol, réfléchir aux accès et aux limites, doser le degré d'accueil du public, fournir un accès à l'eau, à l'électricité et à l'évacuation. Il faudra assurer la sécurité des hébergés et la surveillance du site. En somme, une étape nécessaire d'infrastructuration du terrain sera négociée entre toutes les parties concernées par l'initiative. Elle engagera le porteur du projet et les hébergés, les propriétaires, les pouvoirs publics, les voisins et les acteurs liés au réseau. Ils s'attacheront ensemble à trouver des solutions spatiales, négociées autour des limites, de l'accès à l'eau, de la mitoyenneté ou encore du partenariat culturel. Une fois le centre déplacé, ce qui reste, c'est l'infrastructure. Ici, ce qui était autrefois un simple grillage est devenu une limite épaisse et poreuse. Ailleurs, les équipements liés au réseau sont à présent habitables et structurants. Les quelques marches servant à améliorer un accès, le petit jardin délaissé après le départ sont autant d'éléments spatiaux attestant du passage et de l'occupation. L'initiative aura donné l'impulsion d'une transformation fertile. Mais par-dessus tout, ce qui reste, c'est une table déjà dressée, autour de laquelle se sont assis les acteurs locaux. Au final, le centre d'hébergement aura légué un espace de dialogue qui peut perdurer. Le territoire devient une archive de nos accords. Il en garde les traces.